Je fais une petite vidéo pour expliquer le TP5 de paradigme, enfin concept et paradigme de programmation. C'était un TP qui portait sur les calculs lambda. Je fais cette vidéo parce que j'avais l'impression d'avoir bien compris hier au TP. Mais avant que j'oublie, je préfère faire ça comme ça. Pour l'interro, je pourrais me préparer en voyant la vidéo. Et d'ailleurs, il paraît qu'à l'interro, il y aura presque d'office des lambda calcul. Du coup, voilà, ça peut être pas mal de revoir ça avant l'interro. Ok. Alors là, ça, c'est un petit rappel théorique au début du TP pour expliquer ce que c'est les lambda calcul. Ensuite, pour le premier exercice, on demandait de dire quelle expression était correcte et quelles expressions ne l'étaient pas. Passons à la première proposition. Alors la première proposition, elle est correcte parce que ça respecte bien la syntaxe d'une lambda expression. Donc on a bien ici le lambda qui dit qu'on déclare une fonction anonyme, x, qui dit que cette fonction anonyme prend une certaine valeur x en argument et qui retourne la composition de trois fonctions x, y et z. Donc c'est bien ok pour la première proposition. La deuxième proposition, elle n'est pas ok parce que ici on a une déclaration de fonction, là c'est bon, ok. Ici on a le corps de la fonction qui a été déclarée ici. Ensuite, ici dans la déclaration de la première fonction, on a la déclaration d'une deuxième fonction anonyme, mais cette deuxième fonction anonyme elle n'a pas de corps, et ça c'est problématique. On devrait s'attendre à avoir quelque chose du style point par exemple x, y par exemple. Si on n'a pas ça, c'est problématique. La troisième proposition, elle est valide parce que enfin, c'est une lambda expression, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est une variable ou une fonction, mais c'est valide, c'est juste un terme indépendant. Ok, alors pour les autres, je vais pas les faire parce que sinon ça va prendre trop de temps. Je vais juste faire la toute dernière ici parce qu'elle est un peu plus longue, un peu plus compliquée. Cette fonction, enfin cette proposition-là, elle est correcte, même s'il y a beaucoup de lettres et tout, ça va, c'est correct. Donc ici, analysons ce côté d'abord là. Alors c'est juste une fonction anonyme qui prend en paramètre un certain x, un certain y et un certain z et qui retourne la composition enfin, la composition des trois fonctions. Ensuite, pour tout ce qu'il y a devant, bah, c'est correct parce que c'est juste plein de fonctions et les fonctions vont se mettre les unes dans les autres. On peut même placer des parenthèses, par exemple, mettre des parenthèses ici, et puis après on remet celle-là, etc. Et donc de proche en proche, on voit bien que la lambda expression va se simplifier. Donc ça fonctionne bien. Le prochain exercice consiste à dire quelles variables x sont libres et quelles variables x sont liées. Et pour chaque identificateur x, pour chaque identificateur, dire quel est le corps de la fonction. Donc si je prends l'exemple de la première proposition, ici, on peut voir que le corps de la fonction anonyme qui est déclaré ici, bah, c'est tout ce qui se passe après le point en fait, c'est tout ça. Ok. Et on peut voir aussi que cette variable x ici est liée à celle-ci. Voilà. C'est comme si on avait f de x est égal à x. Alors ben, on voit bien que dans cet exemple-ci, le x dépend bien de son input. C'est-à-dire que c'est cette variable-ci, la variable x ici, va toujours prendre la valeur de ce x ici. C'est la même chose hein, pour ici. Ok. Euh, Comme pour l'exercice précédent, je ne vais pas faire tous les exercices, je vais juste faire le dernier pour voir un petit peu ce qui est plus compliqué. Donc on a une première création de fonction ici. Le corps de cette fonction, c'est donc tout ce qui est après le point, c'est tout ça. On a une deuxième création de fonction ici, et le corps de cette deuxième fonction, c'est ceci. Ok. Cette variable x ici, en fait, elle dépend de l'argument qui est pris par la fonction ici. Donc ces deux variables-ci sont liées. Par contre, le x qui est ici, lui, il est lié à aucune autre variable. Donc on peut dire que lui, il est libre. Voilà comment ça fonctionne. Donc dans l'exercice 3, on nous demandait de dire si les conversions alpha étaient correctes ou pas. Donc une conversion alpha, c'est juste on va renommer des variables avec des noms d'autres variables. Donc par exemple pour le premier exercice, on peut voir que tous les A ont été changés en B et tous les B ont été changés en A. Et donc c'est bien correct. On a le A là qui devient B, le A là qui devient B.
et tous les b ici qui deviennent des a de l'autre côté. Donc ça fonctionne bien. Par contre, si je prends encore un exemple qui est pas correct, euh, on va prendre cet exemple-ci, il n'est pas correct. Parce que donc tous les x sont censés devenir des e, parce que ce x là et ce x là deviennent des e. Ok. Par contre, ce x là devient un f. Et ça, c'est pas correct. Parce que ici, on a y qui devient f. Donc c'est comme si cette variable ici devenait liée à celle-là. Et ben, c'est pas le cas. À la base, dans notre expression initiale, cette variable-là est liée à celle-ci. Ok, on peut passer à la réduction bêta. La réduction bêta, c'est un processus qui consiste à simplifier des expressions pour juste avoir un truc plus simple à la fin, tout en gardant une équivalence. Ok, donc on va faire le premier exercice. Donc ça, si on applique une réduction bêta, eh bien, ce que ça va faire, c'est que, donc déjà, pour pouvoir comprendre ce qui va se passer, il faut se dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est la déclaration d'une fonction anonyme à cause du lambda, qui prend en argument un x, et qui retourne la composition de x avec lui-même. Et du coup, le y, là, qui est en dehors de la parenthèse, on va l'injecter dans cette fonction anonyme. Donc si on injecte y dans la fonction anonyme, ça veut dire qu'on va remplacer dans le corps de la fonction, donc ceci, tous les x par les y. Donc notre sortie, ça va être y, y. Ok. Alors faisons le prochain encore. Donc là, c'est le même principe. On a un y et on va devoir l'injecter à la place de tous les x dans le corps de la fonction anonyme. Donc ce x là et ce x là vont devenir des y. Donc ça donne a, y, y, a. Ok. Alors faisons encore le suivant. Je vais peut-être faire plus d'exercices pour celui-là parce que c'est plus difficile à comprendre. Là, on peut voir qu'il y a deux expressions lambda, donc il va y avoir deux substitutions à faire avec une fois q et une fois y. Alors, comme le dit le théorème de Church-Rosser, l'ordre dans lequel on va effectuer les opérations n'a pas d'importance. Donc, on va toujours aboutir au même résultat. Mais bon, par convention, moi ce que j'aime bien faire, c'est en gros commencer par ce qui est le plus dans les parenthèses et puis après petit à petit sortir. Donc on peut commencer par injecter le q qui se trouve juste ici dans la fonction qui prend z en argument. Ok. Donc ce qu'on va obtenir, c'est en fait juste la même fonction sans la déclaration lambda et avec les z dans le corps substitués par les q. Et le reste inchangé. Donc je recopie le gamma, enfin non, le lambda x, ça bouge pas. Par contre, je vais substituer le z qui est là par q. Donc le corps devient qx. Ok. Et je dois encore mettre y là-dedans. Alors si je mets y dans cette expression, il y a juste le x là qui va devenir un y. Donc ça, si je fais encore une réduction bêta là-dessus, ça va devenir qy. Et voilà, là on a fini. Donc on voit quand même qu'on est passé d'une expression plutôt assez longue à une expression plutôt courte. Et donc c'est quand même pas mal intéressant de faire ce genre de réduction. On va encore faire celui-ci et celui-là. Voilà, donc j'ai recopié l'expression qu'on avait en haut. Donc moi ce que j'aime bien faire, comme je l'ai dit, c'est d'abord substituer ce qui est le plus dans les parenthèses. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va substituer en fait ce paramètre-là dans la fonction ici. D'accord? Alors là, ça peut être peut-être un petit peu contre-intuitif parce que je vais substituer une fonction dans une autre fonction, alors qu'avant, on l'avait toujours fait avec des variables. Mais en fait, c'est exactement le même principe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la fonction ici. Ça, je vais considérer ça comme étant une variable. Donc je vais devoir recopier ça caractère pour caractère. Et je vais le remplacer dans les occurrences de z dans le corps de cette fonction. Donc en fait, je vais juste remplacer le z là par tout ça. Et le reste va rester intact. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, il faut faire attention parce qu'on a beaucoup de x, on a beaucoup de variables qui ont le même nom. Donc il faut faire attention parce que ce x là dépend de cet identificateur là. Par contre, ce x là, il va dépendre de cet identificateur là. Ok. Et celui-là aussi. Donc là, il faut juste faire attention. C'est pas parce qu'elles ont le même nom que ça veut dire la même chose.
Donc là, la prochaine étape, ça va être de substituer ce x là dans cette expression-là. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors ensuite, là, ce qu'il va falloir faire, c'est substituer le y à chaque occurrence de x ici. Alors pourquoi là vous dites oui mais là on est censé substituer ça là-dedans? Ben non, parce que ici le x en fait il dépend de l'identificateur qui est ici, ce qui veut dire qu'on ne peut pas le substituer dans la fonction. En fait, tout ça là c'est le corps de la fonction identifiée ici quoi. Donc là on va juste remplacer le y. Et on obtient y by. Donc encore une fois on voit qu'on a bien réduit l'expression initiale. Ok, donc j'ai recopié le dernier exercice que je voulais faire. Alors là, on voit que celui-là, il est un peu spécial parce qu'il y a vraiment beaucoup d'identificateurs. Il y en a 4. Faut pas oublier que quand on a une fonction comme ça qui va devoir être injectée dans une autre fonction, c'est considéré comme une variable. Ok. Et puis après, pour le reste, c'est juste le même cheminement. Donc là, la seule chose qu'il va falloir faire, en fait, c'est injecter ceci à chaque occurrence de C dans cette fonction-là. Le C se transforme en 2 fois la fonction qui était ici. Ok. Et attention, parce que là maintenant, ce qu'on va devoir faire, prochaine étape, c'est mettre cette fonction dans elle-même. Et donc cette fonction dans elle-même, en fait, c'est juste elle-même, en fait, hein. La seule chose qui va rester, c'est ça. Hop, c'est ça. Voilà. Et en fait, là, pour la suite, je vais faire tout le raisonnement pour qu'on arrive à la réponse finale. Mais on peut voir qu'en fait, à chaque fois qu'on va avoir une espèce de fonction qui renvoie son input, donc ici, on a une fonction qui prend comme input m et qui renvoie juste son input, ben en fait, ça va juste rien changer à la suite, du raisonnement. Et on peut juste simplifier ces fonctions-là, à condition qu'elles soient à gauche, hein, parce que si c'est à droite, ça va être considéré comme l'input des fonctions à gauche. Donc ça, on ne peut pas les simplifier. Par contre, si elles sont à gauche, elles dépendent de rien et on peut les enlever directement. Donc là, en fait, c'est comme si la réponse finale, ça allait être juste ceci. Je vais faire tout le développement pour qu'on puisse prouver ce que je viens de dire, mais voilà, comme ça, vous savez un petit peu l'intuition. Donc ici, si je remplace toute cette fonction hop, dans le corps de cette fonction, il va nous rester en fait que toute cette fonction. Donc il me reste... Voilà. Et si je refais encore une fois cette étape ici, il va nous rester que la fonction, comme on l'avait prévu tout à l'heure. Donc il reste que ça. Ok, maintenant on peut faire la réduction état. Alors cette réduction, elle est moins utilisée, mais elle est pratique et elle est simple à faire. C'est en fait juste retirer les expressions qui n'entraînent pas de dépendance. Par exemple, ceci, on pourrait le simplifier. On pourrait directement l'enlever de l'expression et donc réécrire juste l'expression qui reste. Donc ça. On peut l'enlever parce qu'en fait, x n'a aucune dépendance à l'intérieur de ceci. Okay. Si on avait eu un x ici, on n'aurait pas pu le faire. Mais là, puisque x n'entraîne aucune dépendance, eh bien, on peut juste enlever cette partie du calcul lambda. C'est équivalent. Ok. Hop. Pour le prochain, bah, ça va être encore la même chose. Ici, on peut voir que celui-ci, le x, il n'entraîne aucune dépendance à l'intérieur des parenthèses. Là. Donc on peut l'enlever et il faut faire attention à ce qui est la variable qui dépend de l'input, qui doit aussi être simplifiée. Et ça va être encore une fois la même chose pour la fonction qui prend y en argument. Et donc à la fin, il nous reste que ceci. Ok. Alors l'étoile, ça veut juste dire que j'ai fait plusieurs opérations en un coup. Pour le prochain, ça va encore être la même chose. Donc je simplifie le lambda x avec le x qui est à la fin. Par contre, ici, on pourrait être tenté de simplifier le lambda y, mais on va pas pouvoir parce qu'il n'y a pas justement le y qui est ici. Donc ça, on peut pas faire. Donc ce qui va nous rester, hop, ça va juste être lambda y, lambda z, z. Voilà. Ok. Alors pour cet exercice-là, c'est le dernier qu'on va faire. On peut voir que en fait, on peut rien simplifier parce que à l'intérieur, ici, on a une dépendance. On peut voir que la variable x qui se trouve à l'extérieur,
eh ben, elle est à l'intérieur des parenthèses. Donc il y a une dépendance, on ne va pas pouvoir faire de simplification état. Concernant l'exercice 7, on nous donne la définition des booléens true et false en lambda calcul, et on nous donne aussi une porte end. Alors, comment ça veut dire true et false? Enfin, comment on peut se dire que ce truc-là écrit en lambda calcul, ça veut dire la même chose que true? Alors, en fait, on peut voir, si on analyse un petit peu, que c'est une fonction qui prend deux entrées, qui prend x et qui prend y, et qui retourne le premier élément. Donc si on devait l'écrire en langage mathématique, c'est comme si on avait f, x, y, et qu'on retournait x. Okay, et pour le false, on va pas retourner le premier élément, mais le deuxième. Okay, donc là, c'est comme si on retournait y. Donc on va essayer de définir l'opérateur not. Okay, on va essayer de le créer nous-mêmes. Donc le not, c'est la porte logique la plus facile. C'est celle qui va inverser les entrées et qui va retourner l'inverse des entrées dans les sorties. Donc imaginons que nous ayons A et B. Okay. Si A vaut 0 ou 1, et ben B, donc l'output, vaudra 1 ou 0. Donc c'est bien l'inverse de A. Okay. Donc on va définir une fonction qui prend en paramètre un booléen B et qui va retourner donc B, false, true. Okay. Alors false, quand j'écris false et true comme ça veut dire la même chose que ce qu'on avait ici en haut. Hein. C'est la même chose, c'est juste que c'est un petit peu embêtant d'écrire à chaque fois les développements. Okay. Donc on peut tester notre porte. Si on veut passer dans notre porte note, si on veut passer un true par exemple, hop, je vais marquer F et T pour false et true. Si on veut passer un true, normalement le note il devrait nous renvoyer un false. Okay. Donc la première étape, ça va être une réduction bêta. On va substituer le T à la place du B. Et donc on va obtenir true, false, true. Ok. Sauf que à partir de ça, évidemment, on peut encore étendre notre expression en remplaçant les false et les true par les expressions qu'on nous avait données juste ici. Ok. Donc comme vous vous rappelez, le true, ça va être une fonction qui va renvoyer le premier argument de ces deux arguments. Okay. Du coup, ici, si on met des parenthèses ici, et que nous passons false et true dans notre fonction true, alors ce qui va se passer, c'est que ça va nous renvoyer le premier argument. Autrement dit, ça va nous renvoyer false. Donc ça fonctionne bien. Ça, si on réduit, ça va nous renvoyer false. Okay. On peut faire le même exercice en remplaçant dans notre expression false à la place de true. Voilà. Et on va essayer de simplifier tout ça pour voir si on obtient bien true à la fin. Donc si ici on fait une réduction bêta, comme on avait fait tout à l'heure, on va obtenir false, false, true. Sauf que le false, c'est une fonction qui va renvoyer son deuxième argument. Autrement dit, ici l'argument, c'est true. Et on voit bien que ça nous renvoie bien true. Donc le not fonctionne parfaitement bien. Alors, pour écrire la porte OR, on va devoir utiliser des connaissances qu'on a acquises pendant le cours d'électronique. Du coup, voilà, donc ça c'est la table de vérité d'un OR, ok, donc ça c'est classique. Alors, on va devoir appliquer des règles de De Morgan pour pouvoir trouver en fait comment construire cette porte, qui va être un petit peu plus compliquée. Ok, donc si on a A plus B, ça c'est la façon de noter A ou B. Alors si on applique De Morgan là-dessus, en fait c'est comme si on écrivait A ou B, les deux inversés, et le tout inversé en fait. Donc ça, ces deux expressions-ci sont équivalentes. Okay, on peut le prouver en développant, grâce à De Morgan, le grand note qui se trouve ici sur tous les éléments qui sont en dessous. Donc il suffit juste de distribuer le note et de changer le signe qu'il y avait entre les deux. Donc le note, on le distribue, voilà, ça donne ça. Et du coup, un note sur un note,
ça nous donne bien l'entrée initiale, donc qui se simplifie, et ça nous donne bien a plus b. Ok, ce qui prouve bien que c'était bien ce qu'on avait au début. Ok, donc sur base de cette expression-ci qu'on a obtenue, on va pouvoir calculer le OR. Parce qu'on a déjà le AND, on a déjà le NOT, et qu'on utilise. Et c'est tout ce qu'on utilise en fait. Donc on va pouvoir écrire notre fonction OR. Ok, donc juste pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble ça si on le représente, c'est comme si nous avions donc notre entrée A ici, notre entrée B ici, qu'on inversait les deux entrées, parce qu'il y a deux notes ici. Voilà. Tac. Et puis après qu'on faisait un AND avec les deux sorties, enfin les deux entrées inversées. Ok. Hop. Et puis après qu'on inversait encore la sortie, puisque là il y a un grand note qui se trouve au-dessus de tout. Voilà, donc j'inverse encore la sortie. Et à la sortie, on a bien A ou B. Ok, maintenant on va essayer de mettre tout ça en lambda calcul. Donc on va écrire une fonction qui va prendre en paramètre un A et un B. Autrement dit, c'est comme ceci qu'on l'écrit, avec deux lambda calcul. Enfin, deux expressions lambda plutôt. Ok. Et puis après, on va parcourir tout le chemin qu'on a fait dans l'autre sens. Donc on va commencer ici, hop, pour arriver là en fait. Ok. Donc on voit que le tout premier truc, c'est un note. Donc on va écrire note. Ok. Donc le note global qui va tout englober. Et puis après, ça va être un end qui va prendre en paramètre note A et note B. Donc là, on voit qu'on est au end. Voilà. Et dans le end, on va devoir passer note B et note A. Donc c'est bien ce qu'on va faire. Note A et note B. Voilà. Il faut faire bien attention à fermer toutes les parenthèses. Donc 1, 2, 3. Voilà, on est good. Et voilà, donc là, ça, c'est bon, en fait. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être développer tous les notes, tous les end, et même potentiellement tous les booléens, mais ça sert à rien, parce qu'on les a déjà définis en haut. Donc ça, cette porte-là fait bien, enfin cet opérateur logique-là, réalise bien l'opération OR, le OU inclusif. On nous demandait dans la deuxième question d'évaluer l'expression OR, true, false, en utilisant les lambda termes. Alors, pour éviter que les calculs soient trop compliqués, je vais juste utiliser les notations plus simples que j'ai définies juste avant. Okay. Donc ici, si j'ai cette expression-là, qui correspond donc bien à OR, true, false, on s'attend à ce que ça retourne true. Donc si je réécris ça comme ça, de façon un petit peu plus détaillée, il suffit juste de commencer en faisant une bêta réduction, en remplaçant A et B par true et false. Donc c'est ce que je fais, je remplace A et B par true et false. Ensuite, je peux appliquer le not sur les deux, donc le true va devenir false et le false va devenir true. Ensuite, je peux appliquer le end sur le false et true, et du coup, bah, ça va bien me renvoyer false. Et ensuite, il me reste plus qu'à appliquer le not, et ça me renvoie true. Donc c'est bien la sortie à laquelle on s'attendait. Jusqu'à maintenant, les lambda expressions nous ont permis de faire pas mal de choses. On a pu écrire des fonctions simples, on a pu écrire des booléens, on a pu même écrire des opérations logiques avec des booléens. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'est écrire des nombres avec des expressions lambda. Donc là maintenant, c'est ce qu'on va voir dans cette question. Pour représenter un nombre, on va définir une fonction f, voilà, dont ceci est le corps. Donc le nombre qu'on va vouloir représenter va être défini par le nombre de fois où f sera appliqué au paramètre x. Donc par exemple, le 0, en fait il y a f qui va être appliqué 0 fois à x. Le 1, f va être appliqué une seule fois à x. Le 2, il va être appliqué 2 fois, etc. Et pour représenter le nombre n, on devra appliquer n fois la fonction f à x. Il faut qu'on définisse une fonction increment qui incrémente le nombre de 1. Et la fonction a 3 arguments.
Donc voici la fonction. Elle prend donc 3 arguments, le nombre qu'on veut incrémenter, la fonction f et x. Et donc voici la fonction. On applique en fait f à n, puis après on applique x à tout ça, et on applique tout ça à f. Alors testons notre fonction avec l'argument 0. Donc là j'ai juste recopié la fonction, ça c'est équivalent, et je mets juste 0 à la fin. Donc 0 va devoir être mis dans cette fonction. On verra après comment. Donc là pour l'instant je marque z pour 0, mais 0 c'est bien ce qui a été dit ici en haut, donc ceci. On devra le remplacer à la fin. Donc ma première étape, ça va être de faire une bêta réduction en remplaçant le n qui se trouve au milieu de mon expression ici par le z. Voilà, donc c'est ce qui a été fait ici. Ensuite, on va devoir développer le 0 qu'on avait. Donc le 0 vaut ceci. Donc on va devoir le développer. Ensuite, on fait une bêta réduction où on remplace, ici en fait on met le f à la place de x. Donc il ne nous reste plus que f. Et puis après on applique x dans f. Donc il nous reste plus que fx. Donc ce f qui reste et ce x. Ça part. Et à la fin, on obtient ceci qui est irréductible, on ne peut plus le réduire. Mais on peut voir en fait qu'on applique une fois f à x, donc c'est bien égal à 1. Si je retourne dans la définition des nombres au-dessus, on voit bien que c'est ce qu'on obtient. On applique une seule fois f à x. Alors juste un petit mot sur la récursion en lambda calcul, parce qu'on a vu que donc les lambda calcul nous permettaient de faire énormément de choses, mais par contre il n'y a pas de système de boucle qui est intégré, on ne peut pas faire des itérations, ou ni même de récursion. Enfin en tout cas on n'a pas encore vu comment faire. Donc là on va voir comment faire une récursion. Donc ce que nous pouvons construire c'est le combinateur y. Alors, le combinateur y va être en fait une sorte de constructeur qui va nous permettre de construire des fonctions récursives. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est en fait une espèce d'expression qui va boucler à l'infini. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si je passe ceci à l'intérieur de cette expression, nous obtiendrons la même chose. Ça veut dire que si on le fait à l'infini, bah, ça va juste jamais s'arrêter et qu'il va y avoir des substitutions comme ça à l'infini sans que ça s'arrête jamais. Et ce que nous on va faire, c'est qu'on va lui passer la fonction f à l'intérieur. Donc voyons ce que ça donne si on donne g comme argument à cette fonction. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va substituer g à la place de f ici et ici. Donc on voit que g apparaît ici et ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va substituer ceci à l'intérieur de la fonction qui se trouve là. Donc on va obtenir 2 fois la même chose, sauf que le g qui est devant, eh ben, il va se mettre ici. Et en fait, c'est pour ça que on va obtenir après g qui va être combiné avec le combinateur y lui-même, avec la fonction g. Et en fait, voilà, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que si on applique ceci un nombre énorme de fois, de façon infinie, à la fin, on va obtenir en fait une suite infinie de fonctions g qui sera appliquée au combinateur y appliqué à g. Donc voilà comment fonctionne la récursion en lambda calcul. Concernant les exercices, moi je ne suis pas capable encore de les faire parce que j'ai pas assez de connaissances, mais je ferai peut-être une vidéo pour expliquer ça parce que ça a l'air un peu compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo, même si elle est un peu plus longue, vous aura éclairé sur les lambda calcul.